Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Il y a quelque temps, j'ai eu une conversation très intéressante avec un frère sur la communication publique des obédiences. Alors, je ne parle pas des colloques ou des conférences publiques, mais des communiqués de presse ou des prises de position publiques dont les obédiences françaises sont manifestement friandes. Alors, toutes ne la pratiquent pas, c'est entendu, mais il n'en demeure pas moins que c'est un phénomène qui tend à s'amplifier. Je dois vous dire que je suis assez stupéfait de cette tendance au bavardage collectif, parce que je fais partie de ceux qui considèrent que la franc-maçonnerie ne dit pas, ne pense pas, n'affirme pas, ne promeut pas, ne défend pas, laissant précisément à chacun le soin de dire, de penser, d'affirmer, de promouvoir et de défendre, mais librement et surtout à titre personnel. Cette distinction n'est pas artificielle. Elle est au contraire essentielle, parce qu'elle rappelle ce que nous avons peut-être tendance à oublier, à savoir que les loges sont des creusets, ou si vous voulez, des chantiers agrégeant les ouvriers aux opinions, aux expériences et aux parcours les plus divers. Il revient à chacun de rayonner à l'extérieur selon ses moyens, sa méthode, ses goûts et sa philosophie. Pour le dire autrement, il est impossible de circonscrire la liberté de conscience du maçon, et a fortiori celle de plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, à des communiqués de presse, souvent à la remorque de l'actualité, et rédigés par on ne sait qui, dans l'émotion de moments précis. En fait, je trouve étrange l'irruption des obédiences dans le débat public, comme s'il s'agissait de trouver une justification à l'image de laboratoire d'idées qu'elles voudraient donner d'elles. Que demander aux obédiences? Sinon de rester à leur place et d'offrir un cadre administratif pour fédérer sereinement des loges libres. J'ai pas besoin qu'on parle à ma place ou qu'on m'absorbe dans un discours à prétention collective, fût-il généreux. Réciproquement, si je m'exprime, y compris sur cette chaîne YouTube, c'est toujours à titre personnel, en prenant bien soin de distinguer mon opinion d'une expression maçonnique globalisante. Mais qui serais-je si je faisais le contraire? Certainement pas un franc-maçon conscient de son initiation. Je devine l'objection que certains avancent parfois. Cette manière de présenter les choses, disent-ils, n'exprime qu'un individualisme petit bourgeois, loin des préoccupations du temps et des enjeux contemporains, alors qu'au contraire, rien de ce qui est humain ne devrait être étranger aux francs-maçons. Pourtant, je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'enfermer le maçon dans une tour d'ivoire et de l'empêcher de penser sa vie en citoyen. Il ne s'agit pas davantage de l'inciter à fermer les yeux sur le monde profane ou de s'en désintéresser. Il ne s'agit pas non plus de le contraindre de se défaire de ses convictions les plus assurées. Il s'agit plus prosaïquement que le franc-maçon ne confonde pas le sacré et le profane, le temple et son parvis, le temps de la loge au travail et le temps pendant lequel il est invité à rayonner à l'extérieur par l'exemple de son comportement. Ça signifie donc que les loges doivent demeurer à l'abri des turpitudes ou des laideurs du monde profane. Ce qui signifie également que les francs-maçons doivent accepter de mettre de la beauté ou de l'esthétique dans les rapports fraternels et, pour ça, de mettre leur certitude sous le boisseau afin de donner un peu de place au doute. Vous savez, le doute, c'est ce qui permet aux uns et aux autres de prendre un peu de hauteur et de rester libre. Le doute est ce qui permet aux loges de rester solides face à toutes les tentations de division et à toutes les polémiques oiseuses. Qu'on me comprenne bien, je n'ai rien contre que l'on puisse exprimer des points de vue tranchés sur les sujets les plus divers, mais à la condition d'y mettre les formes, donc avec un minimum d'élégance, c'est-à-dire avec mesure, en n'oubliant pas que son point de vue n'est qu'un point de vue parmi d'autres, et que la nuance et le respect des autres impliquent correction et prudence. Comment y parvient-on? En prenant son initiation au sérieux, pardi. Donc en accomplissant une tâche que nul ne saurait faire à notre place. Travailler sur soi-même, à l'aide des outils et en respectant le rituel le mieux possible. En reconnaissant humblement qu'il y a 1001 façons d'être un bon franc-maçon, parce que cette diversité d'approche de l'engagement maçonnique exprime la liberté de conscience de chacun. Quand on se rend compte de cette évidence, alors les communiqués de presse intempestifs ou périodiques apparaissent dans toute leur vacuité. Qui se rappelle de ce qu'a pu dire telle ou telle obédience il y a 2 ou 3 mois à peine? Personne. C'est tout simplement ce que mes vieux maîtres m'avaient dit il y a près de 30 ans, quand j'effectuais mes premiers pas dans l'ordre.
et à cette époque je n'étais guère enclin à tendre l'oreille. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exposer dans une vidéo intitulée « Pourquoi suis-je devenu franc-maçon ?», et dont vous trouverez le lien en description sous cette vidéo, j'aspirais à participer au grand débat, à écouter des orateurs flamboyants et à faire partie d'une sorte de république à couvert, ou d'une avant-garde éclairée. En fait, j'étais loin de me douter que j'avais à ma disposition un patrimoine spirituel et symbolique considérable qu'il me fallait prendre à bras-le-corps. J'étais également loin de me douter que l'initiation maçonnique était artisanale, donc pratique. Que les travaux de loge, de la posture, en passant par les gestes, les déplacements, les prises de parole jusqu'aux agapes d'après-tenue, participaient d'une transformation progressive de l'être. Rester attentif aux autres, à ce qu'ils peuvent dire, comprendre les grands équilibres des groupes, cultiver l'esprit de synthèse, apprendre à mettre en valeur des points de vue opposés, chercher les chemins d'une conciliation possible, voilà les éléments du chef-d'œuvre du maître. Rassembler plutôt que diviser, et réunir ce qui est épars plutôt que de cliver inutilement.